guys, c'est parti pour le dernier épisode de cette saison 7, l'épisode 7. Bon, après avoir vu l'épisode, je me suis dit que je comprenais beaucoup mieux pourquoi il y en avait qui m'avaient traité de menteuse en disant que j'avais pas lu les leaks. Et effectivement, il y a plusieurs prédictions que j'avais faites qui se sont avérées exactes. Après, ce sont pas non plus des prédictions de fou, fallait pas être devin non plus, hein. C'était juste simplement parce que la série avait quand même du mal à cacher certaines intrigues. Plus ça va et plus les choses sont devenues prévisibles, ce qui est totalement contraire de la saison 1, par exemple de Game of Thrones, où on n'a pas vu certains retournements de situation, comme par exemple celui de Littlefinger. D'ailleurs, on va parler de Littlefinger puisque ce dernier fait comprendre à Sansa que non seulement elle devrait destituer son frère Jon, mais en plus elle devrait condamner Arya pour sa présumée future tentative de meurtre. Littlefinger dit à Sansa qu'il joue un jeu avec les personnes dont il connaît pas trop la pensée, justement pour savoir ce qu'elles vont faire, ce qu'elles prévoient de faire et ce qu'elles peuvent penser. Et ça n'est pas sans nous rappeler justement la phrase qu'avait dite Arya à Sansa dans l'épisode précédent, où elle disait justement qu'avec ses futures victimes, elle jouait à un jeu. Du coup, la théorie selon laquelle Arya et Sansa auraient fait exprès de laisser la porte ouverte lors de leur discussion pour que Littlefinger entende tout ça, c'est plutôt plausible. Et en plus, on peut se dire que justement Littlefinger n'a pas l'air d'être très étonné quand Sansa lui dit que Arya est quand même une sans visage. Littlefinger a voulu accélérer sa conspiration parce qu'il se sentait de plus en plus menacé par Arya, parce qu'il sait très bien ce que c'est un sans visage, vu que sa famille vient de Braavos. Sansa joue terriblement bien la comédie, et ses conclusions concernant sa sœur en disant qu'elle veut la tuer et qu'en plus elle veut devenir Lady de Winterfell à sa place, c'est totalement ridicule, et du coup on se doute quand même qu'il se trame quelque chose pour faire chuter Littlefinger, qu'on essaie de lui faire dire des choses. Vient ensuite la fameuse scène de la grande salle, et là faut l'avoir vue une deuxième fois cette scène pour réellement se rendre compte des dialogues et du sens caché qu'il y a derrière ça, puisque Arya en arrivant dit à Sansa « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» et elle lui répond « Oui, il faut que je défende ma famille contre les personnes qui veulent lui nuire, et il faut que je défende le Nord des traîtres qui le menacent. » Effectivement, du coup, ça prend tout son sens. Le traître et la menace, c'est donc bien Peter Baelish qui ne s'y attendait absolument pas. Il nous faut dire qu'on s'y attendait quand même depuis très longtemps, on savait très bien que les deux sœurs allaient faire chuter Peter Baelish, mais on ne savait pas comment, et j'avoue que pour le coup, c'est encore un mystère. J'ai adoré que jusqu'au bout, il garde son côté un petit peu hautain en disant, genre un petit peu c'était... Plaît-il, je suis troublée, je ne comprends pas, de quoi parlez-vous? J'ai adoré parce que du coup on est encore dans le personnage, c'est-à-dire que là à ce moment-là il se dit bon, what the fuck, de toute façon ils ont pas de preuves et tout, il va rien se passer de spécial, et puis de toute façon Sansa a même fait un coup comme ça, et en fait non, la situation se retourne totalement contre lui et c'est plaisant. Sansa est enfin incisive comme on l'aime, et là elle balance tous les crimes de Littlefinger, le meurtre de Lysa Arryn, le fait qu'il ait donné le poison à Lysa pour qu'elle tue Jon Arryn, le fait qu'il ait poussé Lysa à dire aux Stark que ce sont les Lannister qui ont tué Jon Arryn, la trahison de Ned, et en plus le fait que c'est sa dague qui a servi à la tentative de meurtre contre Bran. L'ironie de la chose, c'est quand même qu'il va mourir de cette dague qui est la sienne des mains d'Arya, qui peut-être a ajouté son nom sur sa liste pas très longtemps avant. D'ailleurs la question c'est, va-t-elle prendre son visage et s'en servir? Bonne question pour la saison 8. C'est vraiment jouissif de voir que c'est vraiment un travail fraternel, c'est-à-dire que les trois descendants de Ned Stark se sont alliés pour faire chuter la personne justement qui avait trahi leur père. Mais aussi indirectement la mort de Robb et de Rickon, puisque s'il n'y avait pas eu tous ces conflits qui sont quand même à la base de sa faute, il serait peut-être encore en vie. Sansa est aussi froide que lorsqu'elle a tué Ramsay Bolton, Arya est le bourreau agile qui va exécuter la sentence, et Bran c'est le témoin dont il est impossible de douter de sa parole. D'ailleurs, Bran qui a fait se souvenir à Sansa que finalement Littlefinger c'était pas quelqu'un de bien, et que c'est à cause de lui si elle s'est retrouvée dans les bras de Ramsay Bolton. Peut-être que justement c'est ce fameux déclic qui a fait qu'elle a fini par se méfier de Littlefinger et de se rappeler qu'il était là lorsqu'elle avait écrit ce fameux mot forcé, et que par conséquent c'était la seule personne qui avait pu déterrer ce mot. Arya et Sansa n'ont eu ensuite qu'à faire croire à Littlefinger qu'elles étaient en pleine querelle, et voir ensuite jusqu'où Littlefinger était prêt à aller pour détruire leur famille. Il est quand même bon de remarquer que Sansa a pris le meilleur des plus mauvaises personnes, c'est-à-dire Cersei et Littlefinger. On voit qu'elle a pris, et maintenant elle met en pratique. Et enfin, ça en fait du coup maintenant un personnage un minimum respectable. On se réchauffe un peu en descendant à King's Landing, et plus précisément à Dragon Pit, qui servait à élever les dragons royaux de la maison Targaryen. Malheureusement, l'édifice fut détruit lors d'une guerre civile étant connue comme étant la danse des dragons, par des paysans qui se sont rebellés en suivant un prophète nommé Shepherd. Ce dernier leur disait que les dragons étaient des créatures du mal et que le seul moyen de sauver la ville était évidemment de les anéantir.
Les dragons au nombre de 4 qui étaient enchaînés dans le Dragon Pit moururent tous, en emportant dans la mort des milliers de paysans. Avant de mourir, un des dragons, Dreamfire, a tenté de s'échapper en s'envolant, néanmoins, il s'est écrasé contre le plafond, et ce qui a fait que ça a détruit totalement l'édifice. Et depuis plus de 170 ans, Dragon Pit est resté en ruine. C'est donc l'heure des retrouvailles entre quasiment tous les personnages principaux de la série, et ce à King's Landing. On a Bronn, Podrick et Tyrion qui se retrouvent comme à l'ancienne, vraiment on voit que même si ça fait longtemps qu'ils ont été séparés, ils s'apprécient toujours autant. Le dialogue entre Bronn et Tyrion est quand même très sympa, et c'est vrai que Bronn fait toujours croire que non, il est toujours égoïste et tout, mais on n'est pas dupe, on sait quand même que c'est pas un mauvais bougre, et j'aimerais quand même savoir ce qui va devenir, puisque Jaime parti à Winterfell, qu'est-ce qui va devenir de Bronn? Brienne est surprise de voir le limier en vie et effectivement, elle se rend compte que tous les deux sont du même côté et c'est pour ça qu'elle va un petit peu essayer de se faire pardonner en donnant des nouvelles d'Arya. Et moi j'ai adoré le fait de voir le limier qui était vraiment très fier de ce qu'est devenu Arya. D'ailleurs il a demandé où elle était, donc peut-être y aura-t-il une réunion, en tout cas je l'espère. En revanche, la joie n'est pas au rendez-vous entre Theon et Euron, Cersei et Tyrion, et Jaime et Brienne. D'ailleurs, la façon de filmer était très sympa, c'est-à-dire qu'on voyait Cersei qui arrivait, et là, plan par plan, on voyait les inimitiés des uns des autres, donc Cersei, Tyrion, Theon, Euron, Jaime, Brienne. Et enfin, on attendait le moment où il y allait avoir la confrontation entre le limier et la montagne, et finalement, le Clegane Ball, ce sera pas tout de suite, mais il nous fait quand même un sacré teasing, le limier, puisque de toute façon, il le dit, la montagne sait comment ça va se terminer, donc on suppose que ce sera un combat entre les deux. La scène est tendue avant l'arrivée de Daenerys, si on se dit qu'il va y avoir de violents échanges verbaux, mais en fait c'est pas tellement le cas, à part Euron vraiment qui est insipide, sinon tous les échanges se font quand même avec les yeux, on voit qu'ils se jaugent tous, ils essaient tous de savoir ce que pensent les autres, et tout le monde se surveille. À un moment donné, on a Tyrion qui regarde Jaime parce que Euron est en train de s'en prendre à lui, et Jaime qui fait un regard un peu du genre ah tu vois pourquoi je peux pas le blairer ce mec, enfin c'est un petit peu ça, donc un petit regard de complicité. Après on a un moment où Brienne est en train de regarder Jaime qui se cache un petit peu et qui veut pas trop que Cersei le voit, sauf que Cersei voit l'échange de regards entre les deux et ça ne lui plaît pas. Lorsque Daenerys arrive, on voit que Cersei fait semblant de pas être impressionnée, et pourtant on voit bien quand même qu'elle est, parce que bon un dragon elle en a pas vu avant, mais par contre Euron on voit que ça lui a fait de l'effet. On remarque bien la jalousie de Cersei qui voit une femme beaucoup plus jeune et beaucoup plus belle qu'elle, et c'est peut-être justement là où elle va penser à la fameuse prophétie de Maggie la Grenouille qui parlait justement d'une femme plus jeune et plus belle qui allait prendre sa place. Daenerys, elle, ne rentre pas dans le jeu du conflit de Cersei et se montre digne et courtoise. Le passage des marcheurs blancs est à la fois stressant parce que du coup je me suis dit à un moment donné, mais en fait le marcheur blanc soit il est plus dans la boîte, soit il est mort, soit il s'est passé un truc pour que quelqu'un ait fait capoter justement tout ça. Et d'un autre côté c'était hilarant parce qu'on avait le limier qui galérait à faire sortir le marcheur blanc de la boîte, mais déjà rien que l'ouvrir la boîte c'était n'importe quoi, on aurait dit un tour de magie totalement raté. S'ensuit une scène que l'on attend depuis l'épisode 5, c'est-à-dire la réaction de Cersei et de Jaime devant l'apparition d'un spectre. Même Qyburn essaye de trouver des explications et ce sans succès. En tout cas, on n'est pas déçus, on voit qu'ils sont totalement effrayés et on voit que les autres personnages les jaugent un peu pour voir leur réaction et vraiment ça donne une scène très intéressante. Le deal de Cersei est quand même surprenant puisqu'elle demande à Jon de ne pas prendre les armes contre elle et d'être neutre dans cette guerre alors qu'elle avait comploté contre Ned Stark. La réaction de Jon peut paraître stupide comme ça au premier abord, mais finalement, scénaristiquement parlant, il y a quelque chose qui va en découler pour la saison 8. Brienne vient voir Jaime et elle lui dit « fuck loyalty ». Ça c'est un moment où j'ai dit « mais attends, Brienne qui dit un truc comme ça, c'est assez impressionnant ». Et c'est dire à quel point la situation est grave et à quel point elle est capable de mettre la loyauté et l'honneur de côté pour la survie de tout le monde. Jaime est bien conscient de la menace, mais comme il le dit à Brienne, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah oui, parce que de toute façon, Cersei ne l'écoute jamais, il n'a aucun pouvoir sur elle. La discussion entre Tyrion et Jaime, juste avant qu'il rentre dans la salle de Cersei, je trouvais ça un petit peu touchant. On voit que Jaime était pas du tout rassuré de le laisser avec Cersei, et on voit vraiment que les deux frères s'estime encore beaucoup. La scène entre Cersei et Tyrion est un parallèle à la scène avec Jaime et Cersei. Tyrion et Cersei se détestent mais arrivent à un accord, alors que Cersei et Jaime s'aiment mais arrivent à un désaccord. Il est profond d'ailleurs. Les deux frères vont aussi utiliser la même phrase puisque tous les deux vont demander à Cersei de donner l'ordre à la montagne de les tuer. Pour les deux fois évidemment, elle ne va pas s'y résoudre, mais autant on a l'impression que Tyrion est sûr qu'il ne va pas se faire tuer, que Jaime a quand même un doute à un moment donné. Même si après il lui dit oui tu ne l'aurais pas fait, on voit quand même dans ses yeux
qu'il a quand même craint le pire. Au final, Cersei s'est-elle peut-être rendu compte qu'elle n'avait pas de raison de haïr Tyrion, si ce n'est que son père lui avait fait un lavage de cerveau. Tyrion aime sa famille, mais c'est sa famille qui l'a rejeté, et il n'est en rien responsable de la mort des enfants de Cersei. J'ai aimé justement que tous les quiproquos qui étaient là depuis des saisons entières ont enfin été posés sur la table, ont été expliqués, et qu'enfin ils aient pu débattre de tout ça. Par ailleurs, il y a un élément capital de cet épisode, c'est lorsque Tyrion va découvrir que Cersei est enceinte. Par la suite, on sait qu'ils font un deal, mais on ne sait pas lequel. En tout cas, on a l'impression qu'il a réussi à convaincre Cersei. Bon, par la suite, on apprend que c'est pas le cas. Il le dit lui-même, il ne veut pas la destruction de la maison Lannister, et peut-être ont-ils trouvé un accord, mais on ne sait pas lequel. Comme je m'y attendais, Cersei ne va pas tenir ses promesses, ce qui va totalement décevoir Jaime. En plus du fait qu'elle le traite d'imbécile, qu'elle complote derrière son dos avec Euron, que finalement elle a toujours l'intention de se marier à Euron, et que du coup ce sera lui le père légitime du bébé, et pas lui, alors qu'elle avait promis le contraire. Il ne peut plus cautionner son comportement parce que lui avait donné sa promesse à Jon et aux autres de les aider contre les marcheurs blancs. Lui prend la menace des marcheurs blancs très au sérieux, contrairement à Cersei qui, elle, a des arguments qui sont pas du tout rationnels. Elle ne pense qu'à son enfant et qu'à son règne. Alors que la logique veut que si tout le monde meurt, il n'y a plus de royaume et en plus, elle aura plus son bébé. Elle devient donc réellement une Mad Queen, elle qui reste accrochée à son pouvoir et à son enfant, quitte à passer justement devant Jaime. Cersei compte sur la banque de fer pour financer la Golden Company, qui a quand même 20 000 mercenaires, c'est pas rien. Mais comme je vous l'avais dit, comme ça a été fondé par un Targaryen, j'ai quand même des doutes concernant leur loyauté envers Cersei. J'ai été quand même très surprise que Jaime s'en aille, surtout quand on prend en compte la théorie du Valonqar. Mais quand on met en doute les paroles de la sorcière qui avait maudit Daenerys et justement qui lui avait dit qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant, du coup on peut aussi mettre en doute la parole de Maggie la grenouille. Jaime va sans doute avertir tout le monde à Winterfell que Cersei finalement les a trahis parce que faire une stratégie contre les marcheurs blancs en s'attendant à avoir du renfort alors qu'en fait il n'y en aura pas, ça risque d'être un échec total. Je me demande vraiment comment Jaime va être accueilli par tout le monde à Winterfell. Je pense que de toute façon il aura l'appui de Tyrion et de Brienne, mais surtout Bran risque de ne pas apprécier ses retrouvailles puisque quand même la dernière fois qu'ils se sont vus, quand même Jaime l'avait poussé du haut d'une tour. En parlant de Bran, on s'attendait totalement aux retrouvailles de Sam et de Bran parce que de toute façon chacun avait une partie du puzzle et il manquait plus qu'ils se retrouvent pour que ce soit complété. Mais c'est vrai que finalement Sam aurait totalement pu oublier cette information capitale puisqu'on n'avait pas l'impression qu'il écoutait Gilly au moment où elle l'a dit. Bran a finalement pas l'air complètement mort parce qu'il aide ses sœurs contre Littlefinger alors qu'apparemment ça a quand même l'air de pas avoir d'impact sur la guerre contre les marcheurs blancs et en plus on a l'impression qu'il est content de revoir Sam. Même l'impression qu'il est un petit peu gêné d'avoir un tout petit peu souri. À mon avis, les retrouvailles avec Jaime risquent de confirmer ça. La précédente, Corneille Trois Yeux n'étant pas dénuée d'empathie, je ne vois pas pourquoi ça serait le cas pour Bran finalement. On savait tous que Bran et Sam allaient faire part l'un à l'autre justement de leurs connaissances et justement ça appuie quand même la théorie selon laquelle Bran et Sam narraient l'histoire de Game of Thrones. On ne savait pas si on allait voir de nos propres yeux le mariage de Rhaegar et de Lyanna, mais finalement c'est chose faite. On a décidé quand même de nous faire un flashback et je trouve ça cool. Et ce fameux mariage secret nous donne quand même deux indications. La première, c'est que la rébellion de Robert a été basée sur un mensonge. Lyanna était amoureuse de Rhaegar et donc elle n'a pas été forcée à partir et elle n'a pas été violée non plus. Et c'est pourtant à partir de la supposition du contraire que sont venus tous les événements que nous connaissons actuellement. Robert et Ned pensant Lyanna en danger, ils se sont rebellés contre la couronne, ce qui créa une vague de soulèvement et se termina par l'assassinat du roi fou et en plus du fait que Robert Baratheon est monté sur le trône. Faut dire qu'on a quand même deux guerres sur un mensonge, donc la rébellion de Robert Baratheon, mais aussi la guerre actuelle puisque c'est Littlefinger qui l'a provoquée en quelque sorte. Deuxième indication est forcément la plus importante, on en parlait déjà avant, c'est que maintenant on sait très bien que Jon c'est l'héritier des sept royaumes, mais en plus deux personnes le savent, c'est Sam et Bran. D'ailleurs la transition est un petit peu glauque puisque c'est au moment où on apprend cette révélation que l'on sait que Jon est en train de coucher avec sa tante. La grande question c'est Daenerys peut-elle avoir des enfants ou non? Forcément si on insiste là-dessus, je pense que finalement oui, mais par contre elle risque de mourir à l'accouchement puisque beaucoup de femmes qui ont mis au monde des Targaryens sont mortes à l'accouchement. Jorah risque de ne pas aimer ce rapprochement entre Jon et Daenerys tout simplement parce que aussi on le voit qu'il est jaloux lorsque Daenerys écoute les conseils de Jon plutôt que les siens. Quant à Tyrion, on peut se demander pour quelle raison ce dernier est aussi déçu de voir que Jon et Daenerys se sont autant rapprochés. Une théorie sur Reddit dit que tout simplement c'est parce que Tyrion aurait promis à Cersei que ce serait son enfant qui régnerait sur Westeros après la mort de Daenerys. Cela étant appuyé par le fait que le fameux deal qu'il a fait avec Cersei, c'est juste après qu'il a appris qu'elle était enceinte. Et en plus, comme il le dit, il ne veut pas la destruction de la maison Lannister.
donc. L'autre théorie dit que Tyrion voudrait en finir avec les successions et voudrait un système d'élection un petit peu à la façon des Farnés. Et que si Daenerys a donc un enfant, bah ça éviterait justement de briser la roue comme il disait, c'est-à-dire briser le cycle de la monarchie, ce qui donc irait dans tous les cas à l'encontre de ses plans. En tout cas, on est quand même en droit de se demander si Tyrion n'a pas trahi Daenerys pour sauver tout le monde. Comme le dit Littlefinger, Jon est seul et Daenerys aussi, et en plus ils sont jeunes, et en plus ils sont puissants, ils ont quand même beaucoup de personnes derrière eux, et du coup leur alliance, leur mariage pourrait faire d'eux des personnes très puissantes qui en plus engendraient un énorme engouement à travers tout Westeros. Le problème étant, à quel moment Bran et Sam vont justement avouer la vérité à Jon, et quelles conséquences sera justement sur la romance entre Daenerys et Jon qui finalement sont tante et neveu. Encore un moment qu'on avait besoin de voir comme Cersei, Tyrion et les Clegane, c'est vraiment le moment où Jon pardonne à Théon, c'est vraiment quand même un moment qui est très important puisqu'il lui dit finalement bah tu es un Greyjoy mais tu es aussi un Stark. On n'oubliera pas que Théon était la pupille, donc c'est-à-dire entre guillemets un otage mais qui est bien traité de Ned Stark et que par conséquent il l'a élevé comme son fils, alors que son vrai père l'avait totalement jeté aux oubliettes parce qu'il pensait qu'il était devenu plus un Stark qu'un Greyjoy. C'est à cause de cette crise identitaire que Théon va par la suite trahir Robb et donc vouloir récupérer Winterfell pour les faire naître. Théon est un personnage intéressant, c'est un des meilleurs personnages de la série au niveau évolution et niveau justement ascenseur et émotionnel. Et j'ai adoré voir son combat parce qu'au final, ouais, peut-être il s'en prend plein la tronche, mais derrière quand même, bah oui, il se relève à chaque fois, il a appris de ses erreurs. C'est un petit peu une métaphore, voilà, il a appris de toutes ses erreurs à travers toutes ces années. Et en plus, il faut dire quand même qu'il a de la chance puisque son handicap va l'aider à gagner son combat. On revoit donc le Théon qu'on aime et moi j'espère vraiment qu'on le verra encore plus dans la saison 8 et qu'il arrivera à sauver Yara. La fin de cet épisode et donc de cette saison était très attendue, on savait très bien ce qui allait se passer, mais bah forcément, tant qu'on l'a pas vu, on n'y croit pas en fait. Il y a quand même un énorme parallèle avec l'épisode 4, et pour cause, dans l'épisode 4, on voyait les Dothraki arriver, et dans les nuages, on entendait justement un cri de dragon, on voyait donc Drogon arriver avec Daenerys dessus, et là on voit les marcheurs blancs et les spectres sortir de la forêt, et on entend un cri de dragon qui est très différent d'avant, et on voit que c'est Viserion avec le roi de la nuit qui est dessus. J'ai apprécié vraiment les changements qui ont été faits sur Viserion, et non seulement le cri, je trouve que c'est vraiment, il y a du souci de détail justement dans la différence de cri, ça donne vraiment quelque chose de très très effrayant, alors que d'habitude c'est quelque chose d'impressionnant. Là pour le coup c'est effrayant. Les flammes bleues, tout le monde se pose la question, est-ce que voilà il allait souffler de la glace ou est-ce qu'il allait souffler des flammes bleues, maintenant on a la réponse. Et du coup vraiment le choix de ces flammes bleues, ça donne visuellement quelque chose qui est assez dingue en fait. Et alors le mur qui s'écroule, forcément des frissons, c'est vraiment qui s'écroule comme un château de cartes, comme si en fait c'était pas si solide que ça en fait. Bon, la question qu'on peut se poser c'est du coup, est-ce qu'il y avait encore de la magie dans le mur? Est-ce que c'est Viserion qui a annihilé totalement la magie qui était dedans? Ou peut-être que toute cette fameuse magie c'était qu'un mythe, mais dans ces cas-là on se dit Benjen aurait pu passer de l'autre côté du mur depuis longtemps. Toujours est-il que le mur est tombé, ça y est, maintenant les marcheurs blancs et les spectres vont arriver dans le nord, ça va plus tarder, donc saison 8, l'ultime bataille, l'ultime combat. En tout cas, j'espère que Tormund et Beric vont bien. Par contre, une question que je me pose, c'est où est passé Yennery? Et pour finir, j'ai beaucoup aimé les références à Ned Stark tout au long de l'épisode, justement. Le fait que Cersei en parle, le fait qu'on a le flashback où on a Ned avec Lyanna à nouveau, vraiment qu'on le revoit. Donc vraiment, Lyanna et Ned qui étaient vraiment au centre de cet épisode. Et surtout, l'hommage des filles, vraiment. Arya qui dit qu'il lui manque, Sansa qui est en train de citer les paroles qu'il avait l'habitude de leur dire. Et toute cette fraternité entre Bran, Arya et Sansa, voilà, c'était juste quelque chose d'extraordinaire et voilà, en fait, même si c'est passé autant de saisons, on n'oubliera jamais Ned Stark et je pense qu'on en reparlera en tout cas dans la saison 8, vraiment c'est juste extraordinaire et peut-être même apparemment il y aurait des histoires de flashback donc on reverrait peut-être Sean Bean, vraiment je l'espère. En tout cas un épisode où beaucoup de choses étaient attendues, du coup c'est pour ça que je suis un petit peu déçue parce que finalement j'aurais préféré ne pas voir les choses arriver, c'est un petit peu dommage. Néanmoins l'épisode était super, même si bon c'était beaucoup de discussions et un petit peu moins d'action à part à la fin. J'ai beaucoup aimé l'épisode, c'était juste une saison extraordinaire. J'essaierai voilà, de voir pour vous faire une vidéo sur les théories de la saison 8 et puis aussi pour parler globalement de cette saison 7 qui était juste extraordinaire. Et puis en tout cas voilà, merci d'avoir regardé toutes mes reviews sur cette saison 7. Enfin, c'était pas forcément toujours facile de faire ça dans les temps et tout ça. Donc on se retrouve quand même très vite pour d'autres vidéos Game of Thrones, forcément, je compte pas m'arrêter là. Et puis on a surtout le live, n'oubliez pas, on continue quand même, le plaisir va durer. Et encore merci, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!